tous, merci de nous suivre pour cet invité politique. Nous recevons aujourd'hui le docteur Baba Konaré, donc Dugukolo Konaré, qui vient nous parler d'un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui vient d'être médiatisé au Mali, qui est le Front de libération du Massina de Amadou Koufa. Beaucoup en ont entendu parler, peu savent exactement de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour décrypter cette affaire-là, pour avoir l'analyse de Baba Konaré, qui est lui-même très concerné par tout ce qui se passe dans la communauté Peul, Poulard ou tout couleur. Et donc bonjour Baba Konaré. Bonjour. Et merci de répondre présent sur notre plateau une énième fois parce que vous venez souvent nous voir et on vous remercie. Alors, définissez-nous déjà ce nom-là, Front de libération du Massina. Pourquoi l'avoir appelé comme ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Merci de m'avoir accueilli déjà. Je pense que cette question du Front de libération du Massina, c'est quelque chose dont on va beaucoup entendre parler dans les mois qui viennent. Le Front de libération du Massina, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui a l'air assez nouveau, dont on a beaucoup entendu parler tout d'abord au début de l'année, lorsqu'il y a eu des attaques, notamment contre des agents de l'État au Massina, donc au centre de la République du Mali, aux alentours de Ténékoun et de Nampala aussi. Et très vite, un nom a commencé à revenir, celui d'Amadou Koufa, qui était l'un des lieutenants de Iyad Agali il y a 2 ans, 3 ans, dont on a beaucoup parlé au moment de l'attaque contre Konna, attaque décisive qui a vraiment donné un peu la suite de la fin de la libération, il y a 2 ans. Mais à l'époque, il avait été dit qu'Amadou Koufa avait été tué. Donc tout le monde s'est dit, un terroriste de moins, ça y est, la libération avance comme il faut, etc. Sauf que cette année, son nom revient beaucoup. Certains disent que non, c'est un imposteur qui est en train de se faire passer pour lui, d'autres disent non, c'est lui qui avait fui et qui revient du Mali maintenant. Donc quels sont les objectifs de ce Front de libération du Massina? C'est un mouvement qui se dit proche dans Sardine de tous ces mouvements de fondamentalisme islamiste armé, mais qui en réalité aujourd'hui a une grande popularité dans les populations de certains coins du Massina, notamment les populations pastorales, du fait que la crise n'est pas réglée, du fait qu'on tend vers un enlisement. Il y a des problèmes qui n'ont jamais été évoqués du tout. Mais bon, après, on pourra revenir. Moi, j'ai envie de poser une question. Front de libération du Massina, on veut libérer le Massina contre qui détient le Massina aujourd'hui pour vouloir libérer le Massina? Ça, c'est une question qui est très essentielle et c'est une question qui rejoint un peu aussi ce qui se passe avec Boko Haram au Nigeria, en sachant que Boko Haram et de manière générale, beaucoup de ces mouvements essaient d'avoir une légitimité en essayant de s'accrocher à l'histoire, de s'accrocher à des notions, à des réalités politiques et autres. Qu'est-ce que c'est que le Massina? Le Massina, c'est vraiment l'un des cœurs de la civilisation Peul. Vous avez une dizaine de tribus, une dizaine de clans Peul qui sont vraiment éparpillés un peu partout, et chacune peut avoir un attachement au Massina, que ce soit des gens qui sont en Guinée, des gens en République centrafricaine, au Nigeria, même Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun aussi, qui dit avoir des origines du Massina. Donc le Massina, ça a ce symbole très fort déjà dans les communautés Peul, mais en plus, il y a eu ce qu'on appelle l'empire théocratique du Massina au XIXe siècle, ou appelé aussi la Dina du Massina, dont Sékou Amadou a été le premier grand dirigeant. Et donc, qu'est-ce que c'était cet empire théocratique du Massina? C'était un empire donc né d'une population pastorale Peul, donc les Bali, là en l'occurrence, qui se sont dit que pour arrêter toutes les exactions dont étaient victimes les communautés Peul, il fallait brandir l'étendard du djihad et vraiment convertir les populations locales. Mais l'une des raisons par lesquelles on explique, disons, la non-pérennité de cet empire théocratique du Massina, c'est d'une part, bien sûr, les guerres de El Hadj Omar Tall, aussi l'arrivée de la colonisation, mais un facteur très important, c'est le fait ethnocentrique. Parce que l'empire du Massina, donc qui voulait libérer les Peuls de cette région-là, allant même jusqu'à rapatrier, comme il disait, certains Peuls de régions périphériques, jusqu'aux alentours du cercle Nioro actuel, c'est vraiment construit autour de l'identité Peul, de la langue Peul, avec cette grande fierté-là, ce qui fait qu'en termes d'adhésion, il était très limité face à ces différents ennemis. Et aujourd'hui, donc, cette appellation Massina qui est reprise, c'est aussi, je pense, avec ce caractère ethnique-là, parce que ces gens disent descendre de Sékou Amadou, même si la famille de Sékou Amadou conteste,
Parce qu'en même temps, ce mouvement de Mais libération... concrètement, quel est le projet politique derrière? Parce qu'il y a forcément un projet politique, il y a les combattants, il y a forcément une intelligentsia derrière qui a un but final. Quel est le but final? Faire une république de Peul, faire un empire de Peul, faire un royaume de Peul. Je pense que les choses ne sont pas claires. Et justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce front de libération du Massina, on ne sait pas totalement bien comment l'appréhender. Parce que d'une part, il dit qu'il a des assises dans le monde Peul, mais les élites Peul et la majorité de la population Peul ne le suivent pas. Mais c'est vraiment la problématique islamique, islamiste, fondamentaliste, armée, qui est mise en avant. Mais est-ce que tous les Peuls, tous ceux qui sont entre guillemets originaires de ce qu'on appelle le Massina, est-ce que tous ces gens sont musulmans? Disons que c'est quand même une région qui est à 99% musulmane. Et même, bon, il y a des populations pastorales qui sont musulmanes, qui se définissent comme telles, même si en réalité il y a certaines pratiques animistes et autres. Mais oui, on est là, et c'est justement ça aussi l'un des dangers dans cette histoire de front de libération du Massina, c'est qu'ils ont des assises géographiques, historiques, leur argument de dire nous nous adressons à une population avec une majorité écrasante de musulmans, tout ça ce sont des choses qu'on peut entendre. Mais disons qu'en termes de projet, à part dire nous voulons faire une entité théocratique à la fin d'un djihad, il n'y a pas quelque chose de plus solide qu'il y a derrière. Si je compare par exemple le front de libération du Massina avec le MNLA, quelque chose que j'aime beaucoup faire, il y a des points communs, il y a des différences. Le point commun principal pour moi, c'est le fait que ce sont tous deux des mouvements qui ont été très opportunistes dans leur manière de se lancer, de faire leur promotion. C'est-à-dire, ils se sont dit, nous avons des raisons de nous plaindre, nous avons des choses qui peuvent être légitimes, qui sont tout à fait entendables, et du coup, pour faire avancer nos idéaux, nous allons nous allier avec des fondamentalistes armés. Mais après, une fois que ça a été dit, le MNLA avait un bureau politique. Le MNLA avait des assises en Occident. Le Front de libération du Massina est loin de faire l'unanimité localement. Et à l'international aussi, les populations issues du Massina ne le supportent pas. Justement, vous, je sais que vous travaillez beaucoup en relation avec les associations, les associations qui militent pour la culture Peul. Et aujourd'hui, vos contacts, les responsables de ces associations au Mali, un peu partout, qu'est-ce qui ressort comme opinion face à ce front de libération? Ce qui ressort pour ces gens, et pour moi-même personnellement aussi, parce que je suis à la tête d'un observatoire de défense des droits humains en situation pastorale, c'est tout d'abord un traumatisme très profond. Là, on parle du Massina, on parle du cœur de la civilisation Peul. Pour toutes ces personnes-là, qui déjà ont été témoins d'exactions de la part de divers groupes, il faut savoir que ce qui s'est passé pour les communautés Peul, je pense que ça ne s'est passé pour aucune communauté durant cette crise-là. C'est quelque chose qui est totalement éludé, parce qu'on se concentre sur les Touaregs, on se concentre sur ces différentes rébellions-là, on se concentre sur MINUSMA, etc., etc. Mais je peux vous dire une chose, c'est que bon, laissons les atteintes au Massina de côté, laissons même de côté le fait que le Front de libération du Massina s'en est pris au mausolée de Sékou Amadou, laissons tout ça, il y a le fait que depuis 2012, il y a eu énormément de massacres dans la région. Par qui En 2012, juste après le putsch militaire à Bamako, il y a eu des règlements de compte entre population Peul pastorale et population d'agriculteurs Dogon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas entrer dans la question de la faute, etc., parce que ce sont des conflits très anciens qui sont dus aussi au mode de vie des uns et des autres. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'État n'était pas là. Il y avait une absence totale de l'État. Comme un peu partout. Comme un peu partout. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces situations de tension-là, dans des zones en plus vraiment en périphérie, loin de Bamako, c'est allé vers le drame, il y a une trentaine de morts, bon, ça c'est une chose. Mais la seconde chose, c'est qu'en parallèle, les rebelles aussi ont commis énormément d'exactions. Je vais donner le cas de ce qui s'est passé dans le cercle de Douanza. Douanza a été délaissé par l'État, parce que Douanza a été considéré comme faisant partie de l'Azawad. Moi je pense que c'est aussi la faute de l'État dans le sens où on a mis une espèce de frontière imaginaire à Mopti, donc tout ce qui était au-delà, bon, ça fait partie de l'Azawad, c'est très triste, etc. Mais sauf que... Par vos propos, vous êtes en train d'acter l'Azawad. Vous vous rendez compte? Je pense que l'Azawad a été acté même par les autorités maliennes à partir du moment où elles n'ont pas utilisé leur légitimité sur ces zones-là pour agir de manière efficace. Donc je continue ma pensée. Et le MNLA aussi, qui est en train de conquérir avec ses différents alliés, Kidal, Gao, Tombouctou, etc.,
a délaissé Douanza pendant un moment. Donc Douanza était une espèce de no man's land, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis le MNLA est arrivé à même contourner Douanza pour arriver à Iwalu, au cœur du Massina, après toutes ces villes. Puis finalement, il est venu à Douanza. Il y a eu des viols, il y a eu des pillages, etc. Et enfin, après quelques mois, le Moujao est venu. Le Moujao dans lequel il y a beaucoup de personnes de langue Peul. Donc quand le Moujao est venu, c'était en tant que force libératrice. Mais sauf que le Moujao est aussi venu avec ses pratiques fondamentalistes, etc. Donc ces populations ont souffert aussi de ça. Et après, au moment de la libération, je vais citer une scène que j'aime beaucoup citer, aussi bien dans mes écrits que dans les différentes interventions. C'est au moment de la libération, disons au mois de février, lorsque la présentation de la feuille de route. La députée de Douanza de l'époque, qui est d'ailleurs une membre de l'association Tabita Koulakou, Madame Diko, Fatmata Diko, a fait une intervention à l'Assemblée nationale en disant: nous sommes en train de faire la libération, mais attention, parce que des civils sont aussi victimes de l'armée. Si l'armée veut être républicaine, si elle veut vraiment qu'on lui fasse totalement confiance pour libérer le territoire, parce que nous avons tous été meurtris, il faut quand même dire ce qui ne va pas. Elle a été huée par toute l'Assemblée nationale. Les gens ont dit, bon, on va dire une immense majorité, une écrasante majorité, avec ceux qui revenaient souvent, c'était arrêter de faire honte à notre armée, arrêter de salir nos soldats, défendons-les, etc. Quand vous prenez cette situation-là, des populations qui ont été totalement victimisées, par les rebelles, qui ont été victimisées par les fondamentalistes, qui ont été victimisées par l'armée, vers qui elles vont se tourner à ce moment-là? Et Douanza, ce n'est même pas l'épicentre, ce n'est même pas le cœur du Massina. Mais après, des fois aussi, au niveau des députés, il y a des choses qui sont faites. Après, il y a des moments de le dire, il y a des façons de le dire. Comme ça à l'Assemblée nationale, vous savez comment sont faites, je pense que même à l'hémicycle à Paris ou aux États-Unis, au Sénat. Vous allez informer pour la première fois, étant élu du peuple, pour la première fois vos confrères de cette façon-là, ça peut attirer cette animosité. Mais en privé, tout le monde sait que c'est vrai. Disons les gens, les soucis principaux. Il aurait fallu préparer un peu les gens. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, vous, en tant que observateur de tout ce qui se passe dans le monde Peul, quelle suite à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va nous mener vers une histoire à la MNLA ou une histoire à la Boko Haram? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà sur la question du partage des informations, je pense qu'une chose qui tient vraiment à cœur dans les milieux militants, c'est la transparence. Disons qu'il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de non-dits, il y a eu trop de choses qu'on a laissé passer comme ça parce qu'on s'est dit on va régler ces problèmes-là autrement. Je pense que oui, nos élus étaient au courant de ce qui se passait. Je pense qu'en tant que Maliens qui suivent l'actualité un minimum, on savait quelles étaient les faiblesses de notre armée. On sait ce qui est en train de se passer. Et puis je parle de ce qui s'est passé là par rapport à l'armée, mais il y a eu ce qui s'est passé à Dongoula, où une vingtaine de pasteurs Peuls ont été tués, où la MINUSMA est partie constater. Et justement, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de fuite réelle. On ne sait pas ce que ce sont les rebelles, ce qu'on voudrait faire croire. Est-ce que ce sont aussi des soldats? Il y a un grand mythe comme ça qui fait. Est-ce qu'il y a un antagonisme entre l'armée malienne et ces mouvements, et ces populations Peuls? Je pense que tout simplement, on a une armée donc, qui évolue, qui fait ses différentes manœuvres, etc. Et au sein de cette armée-là, il y a des éléments qui ne sont pas bien formés, il y a des éléments qui n'ont pas l'esprit républicain. Et là, ce n'est pas une question de Peul, ce n'est pas une question de Touareg, c'est une question de population civile dont on peut abuser très facilement. Mais pour revenir sur la question que vous posiez sur la suite, bon, bien sûr, sans tenter de prédire, sans tenter d'être devin, je peux quand même partager mes inquiétudes. Je ne pense pas qu'il va y avoir un empire théocratique au Massina. Je ne pense pas que ça va se faire. Nulle part d'ailleurs. Les populations ne vont absolument pas suivre, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura encore beaucoup de harcèlement des populations civiles. Il y aura des tentatives d'intimidation. Là, mes sources me disent que des imams, des chefs de village, des maires du Massina ont reçu des missives de la part de ce plan de libération-là, en leur disant « Taisez-vous, ne vous mêlez pas de ce qui est en train de se passer, ne nous désavouez pas du tout ». Donc justement, si on ne met pas la lumière sur tout ça, on perpétue le cycle du silence. Et Amadou Koufa, c'est un mythe ou c'est une réalité? Amadou Koufa, c'est un symbole qui rassemble autour de lui en ce moment, et en plus en sortant l'étendard de l'identité Peul, il est encore plus dangereux, parce que nous on voit ce qui se passe au Mali. Mais comme je dis, le monde Peul c'est une nation, on parle aussi d'archipel Peul. Quand on prend une carte de l'Afrique comme ça, on a l'impression que c'est morcelé, bon, ça fait une espèce de grande île, mais les gens communiquent entre eux. Et au Ghana, il y a des tensions entre les agriculteurs et les pasteurs. Au Burkina, l'année dernière, il y a eu des centaines de réfugiés, mais personne n'en a parlé aussi. Au Mali, au mois de mai, 30 familles ont quitté le Massina pour aller au camp de Mbera, en Mauritanie, où d'ailleurs on les a mis avec les populations Kel Ansar, qui sont originaires de Fagéline.
Au Cameroun aussi, il y a pas mal de soucis avec les populations pastorales, en République centrafricaine. Donc l'effet général qui est créé, c'est, surtout dans cette époque de communication de masse où c'est très facile d'échanger des informations, c'est on en veut au monde Peul. Même si la réalité est plus compliquée que ça, quand des personnages comme Amadou Konfa, des symboles comme ça surgissent et disent l'identité Peul est en péril, souvenez-vous que vos ancêtres étaient des djihadistes, rejoignez-nous, sinon nous allons tous périr, c'est quelque chose qui peut semer des braises. Et si jamais nos dirigeants ne vont pas parler à ces populations-là, ne sortent pas du dualisme État malien, mouvement rebelle du Nord et autres, on risque vraiment d'aller dans une situation où il y aura une continuité territoriale dans ces différentes crises. Pour conclure cette émission, quel appel vous pouvez lancer à la communauté Peul? L'appel que moi je lance à la communauté Peul, vraiment, bien sûr c'est un appel qui peut paraître très naïf, mais c'est de dépassionner ces choses-là et de se dire que les communautés qui les entourent, ce sont des communautés aussi avec qui elles ont pu vivre en bonne intelligence. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a toutes ces situations de danger et à l'arrivée du Front de libération du Massina, il y a l'absence de l'État. Ce n'est pas pour ça qu'on doit se dire que tout est perdu. Il y a eu des moments, à des moments, des possibilités de vivre ensemble lorsque les institutions étaient fortes, lorsque les personnes avaient le sentiment d'être protégées comme il faut. Donc voyons ce qui est en train de se passer maintenant comme quelque chose de temporaire qui va finir, mais en même temps, il faut continuer à dire tout ce qui s'est passé depuis très longtemps, parce qu'à la fin, il y a ce travail de vérité, de justice et de réconciliation, parce que les assises de cette crise actuelle au Massina, ce ne sont pas des assises qui datent d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans, comme beaucoup de problèmes qui secouent le Mali en ce moment. Très bien, cette émission arrive à sa fin. Je tiens à remercier le Dr Baba Konaré qui nous fait l'honneur de venir disséquer certaines actualités sur notre plateau. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci.